Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture afin de vous présenter 6 livres qui font partie de mes derniers livres lus. Je commencerai cette vidéo par vous donner mon avis sur le tome 2 de Zodiac. Je continuerai en vous parlant de Ma raison d'espérer qui est le tome 2 de la trilogie de Rebecca Donovan. Ensuite je vous parlerai de The Effigies, ce sera au tour des sœurs Carmine. Il sera ensuite temps de vous donner mon avis sur Elia, la passeuse d'âme. Et je terminerai cette vidéo en vous disant ce que j'ai pensé de Avec toi malgré moi. Je commence donc avec le tome 3 de la série Zodiac écrit par Romina Russell qui m'a été gentiment envoyée par les éditions Michel Lafon. C'est une série qui est maintenant terminée en VO et qui comporte 4 tomes en tout, donc c'est l'avant-dernier tome que j'ai eu l'opportunité de lire. Il faut savoir que c'est de la science-fiction qui se passe dans l'espace, c'est pas un genre dont je suis particulièrement friande, mais il n'empêche que j'aime beaucoup cette série. L'héroïne s'appelle Roma, elle a la faculté de faire des présages et de distinguer certaines bribes de l'avenir. Et dans l'une de ses visions prophétiques, elle a vu qu'il existerait une 13e planète qui serait à l'origine des dissensions avec les 12 autres. Donc elle ne va avoir de cesse de parcourir le zodiaque en long, en large et en travers afin de prévenir les habitants des différentes planètes de la menace qui pèse sur eux, le problème étant que personne ne la prend au sérieux. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le bain, alors j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, je lui ai mis la note de 4 sur 5, mais c'est vrai que au niveau des premières pages, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour bien me remémorer les événements de la fin du second tome. L'aspect romantique est encore une fois très présent dans ce tome 3, avec toujours un sempiternel triangle amoureux. Ça fait depuis le début de cette histoire qu'on se demande quand est-ce que Roma va enfin réussir à trancher, à prendre une décision et à s'y tenir. Et alléluia, miracle, ça y est, elle va y arriver et s'y tenir. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié personnellement le choix qu'elle a fait. C'était le choix que j'aurais voulu qu'elle fasse, donc tout va bien. Et j'ai particulièrement apprécié la deuxième partie de cette histoire qui occulte un petit peu la romance et qui s'attache beaucoup plus à l'aspect politique et avec une espèce de tension omniprésente qui ne va avoir de cesse de me tenir en haleine jusqu'à la fin de cette histoire. À la fin, parlons-en, on a encore une fin à la Romina Russell, c'est-à-dire remplie d'imprévus, remplie de surprises. Et j'ai terminé ce troisième tome en mode c'est une blague. Donc voilà, je me languis d'avoir le fin mot de cette histoire. En tout cas, c'est une très bonne série de science-fiction que je peux vous recommander. Je passe maintenant à Ma raison d'espérer, qui est le tome 2 de la trilogie écrite par Rebecca Donovan et sortie aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, est-ce que vous savez que ma lecture du premier tome, qui avait été un coup de cœur, remonte déjà à septembre 2015? Voilà, donc autant vous dire que mes séries, je les poursuis, oui, essentiellement à l'aide de ma saga Book Jar, puisque d'ailleurs ce tome 2 a fait l'objet d'un tirage au sort dans ma Book Jar en début d'année. Mais voilà, tout ça pour vous dire que parfois il se passe énormément de temps, voire plusieurs années, avant de réussir à poursuivre mes séries. Peu importe le temps qui s'est passé entre ma lecture du premier tome et ma lecture du second, étant donné que j'ai eu à nouveau un beau coup de cœur pour ce livre. Emma a été abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle a été recueillie par son oncle et sa tante, chez qui elle a vécu quelque temps un véritable cauchemar, souhaite renouer un petit peu avec sa mère, donc elle va lui proposer de passer 6 mois de l'année chez elle, juste avant de devoir partir à la fac, et sa mère va accepter. C'est donc l'histoire de leur cohabitation. Les liens familiaux sont une fois de plus mis à l'honneur dans cette histoire et on apprend à découvrir notamment la mère d'Emma. Dieu que j'ai détesté cette femme. Je l'ai détestée parce que je l'ai trouvée puérile, je l'ai trouvée immature au possible. Comment est-ce qu'on peut avoir un minimum de respect envers une femme qui refuse même d'être appelée maman? Enfin voilà, elle m'a horripilée du début à la fin. Quant au personnage d'Emma, je la trouve toujours aussi touchante, je ne sais pas, quoi qu'elle décide, quoi qu'elle fasse, moi je la suis dans ses décisions. Je ressens énormément d'attachement envers cette jeune fille. Je sais que ce tome 2 n'est pas le préféré de tout le monde dans cette trilogie. Je peux pas encore dire tout à fait ce que je ressens étant donné que j'ai pas lu le troisième et dernier tome, mais pour ma part, j'ai adoré ce tome 2. La relation qu'Emma entretient avec Evan est toujours aussi présente dans cette histoire et elle est toujours aussi touchante et magnifique, même s'il y a un nouveau personnage qui va faire son apparition et qui va un petit peu chambouler l'espèce d'osmose qu'il y a entre nos deux héros. Mais voilà, j'ai pas du tout été réfractaire à l'arrivée de ce personnage, j'ai trouvé qu'au contraire ça mettait un petit peu
piment à ce récit. L'intrigue en elle-même ne m'a pas plus étonnée que ça, il y a pas mal de choses qui sont convenues d'avance, il n'empêche que même si ce livre est une énorme briquette, je l'ai dévoré comme une morte de faim. Donc en résumé, c'est un beau coup de cœur pour moi, un coup de cœur inattendu parce que j'ai rarement des coups de cœur pour les tomes 2 de mes séries où en général c'est plus lent, sont plus des tomes de transition qu'autre chose. Mais là, que voulez-vous, c'est un coup de cœur, ça ne se contrôle absolument pas et je lirai avec grand plaisir le 3e tome de cette trilogie, peu importe si je ne le lis que dans 1 an et demi, peu importe le laps de temps qui s'écoulera, je suis persuadée que je saurai re-rentrer à nouveau de manière très rapide et très fluide dans cette histoire que j'aime tant. Je me suis ensuite plongée dans The Effigies, écrit par Sarah Rollet, qui m'a été envoyé par les éditions Lumen. Alors je change complètement de registre. Là on est dans un univers fantastique qui met en scène les Effigies. Elles sont au nombre de 4, ce sont systématiquement des femmes dotées de super pouvoirs. Chacune d'elles contrôle un élément en particulier, l'eau, la terre, le feu et l'air. Elles sont choisies de manière un petit peu arbitraire et elles ont une espérance de vie assez courte puisque ce sont des super-héroïnes qui ont pour vocation de protéger l'humanité et la population de créatures de ténèbres qui s'appellent les spectres, mais elles meurent très rapidement au combat et lorsque l'une de ces 4 effigies meurt, et bah c'est une autre personne qui est choisie et qui se retrouve avec les pouvoirs de la précédente effigies mais également tous ses souvenirs. Maya va être complètement prise à dépourvu le jour où elle va apprendre la mort de Natalia qui était l'effigie du feu et qu'elle va se retrouver du jour au lendemain en possession de tous ses pouvoirs. Alors c'est un premier roman de la part de cet auteur et je suis ressortie de cette lecture assez bluffée. J'ai mis la note de 4 sur 5 à ce livre. Je trouve que pour un premier roman, l'écriture est particulièrement maîtrisée. L'auteur fait preuve d'une belle inventivité. Elle nous a servi un univers extrêmement riche, extrêmement fouillé et particulièrement addictif. J'adore les univers qui possèdent une ambiance apocalyptique, c'est vraiment mon dada. La fin du monde, les batailles contre des créatures fantastiques de cauchemar, tout ça. Moi je dis oui. Maya c'est vraiment le personnage de cette histoire qui m'a le plus marqué, même si j'ai beaucoup apprécié les 3 autres jeunes filles, mais elle évolue énormément tout au long du récit, c'est-à-dire qu'au début elle est assez timide, introvertie, renfermée sur elle-même, et elle va connaître certaines désillusions. Tout ne va pas être simple avec l'apparition de sa nouvelle fonction. Elle va tâtonner un peu, faire des erreurs, mais elle va également être capable de se relever et de porter avec brio ses nouvelles responsabilités sur ses épaules. Elle va ressouder les liens qui s'étaient complètement distendus entre les différentes effigies pour former une équipe vraiment de choc. Et pour ça, chapeau, Maya fait preuve d'une maturité vraiment exemplaire. Son personnage m'a énormément plu. Pour un tome d'introduction, c'est vraiment un tome qui va à 100 à l'heure, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas. Et pourquoi est-ce que j'ai pas mis la note maximale, la note de 5 sur 5? C'est tout simplement parce que certes l'auteur nous fait aller à toute vitesse, mais en même temps j'ai ressenti à certains moments de l'histoire une impression un petit peu de fouillis, un petit peu comme si l'auteur se laissait déborder elle-même par tout ce qu'elle a à raconter et le peu de temps qu'elle a pour le faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est un super beau récit. Je passe maintenant au livre des Sœurs Carmine qui a été écrit par Ariel Holzel et qui m'a gentiment été envoyé par la collection Naos des éditions Mnemos. Alors je pense que vous le savez parce que je vous l'ai déjà présenté dans l'un de mes précédents book hauls, mais je suis tombée en amour devant cette magnifique couverture, devant même ce magnifique objet livre, puisque je trouve que la mise en page à l'intérieur est particulièrement soignée, étant donné qu'on a des petites illustrations à la fin des chapitres et au début de chaque chapitre d'ailleurs. Et au-delà de l'objet livre, l'histoire est également excellente puisque j'ai mis la note de 4 sur 5. Mary Vere est l'héroïne de cette histoire, elle a une sœur aînée et une sœur un petit peu plus jeune. Elles vivent toutes les 3 dans une même maison dans la ville de Grisaille qui porte particulièrement bien son nom, et les finances de la famille ne sont pas au beau fixe. C'est pourquoi Mary Vere est devenue voleuse dans le but d'assurer un petit peu le pain quotidien à sa famille. J'ai donc passé un très bon moment de lecture et quand j'ai refermé les pages de ce livre, ma première réaction ça a été mais pourquoi cette histoire est-elle si courte? La seule chose que je pourrais vous dire concernant l'écriture, c'est qu'elle est soignée, elle est vraiment agréable à lire, mais elle est également très soutenue, à la limite parfois du pompeux. Il faut le savoir, le style est assez ampoulé, parfois un petit peu lourd, pas très naturel, mais c'est un petit côté vieille France auquel personnellement je suis assez sensible quand même. Quoi qu'il en soit, le style d'écriture n'est pas parvenu à ralentir le rythme de cette histoire qui est particulièrement dynamique puisque les actions s'enchaînent à un rythme vraiment effréné.
Mériver, c'est une héroïne qui m'a bien plu, mais je dois dire que paradoxalement, elle m'a un peu moins marquée que ses deux sœurs. Alors, la grande sœur s'appelle Tristabel, elle est vraiment atypique. J'ai lu d'autres chroniques dans lesquelles j'ai pu voir que les gens globalement la détestent. Personnellement, elle m'a fait mourir de rire, c'est-à-dire qu'elle se prend vraiment très au sérieux, elle est imbue d'elle-même. Elle parle avec un langage et une voix un petit peu affectée, et c'est vraiment un personnage mais à part entière. Retransmise, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Allô? Ça va et toi? En fait, je suis en train de tourner une vidéo et je suis pas sûre d'avoir terminé à temps pour... D'accord, bah tu me tiens au courant? Je te tiens au courant en fonction du train que je peux prendre. D'accord, ma belle, ça me va. À tout à l'heure. Bonne journée, Merci. Allez, à toutes, bisous. Bye. Mais ma petite chouchoute, ça reste Dolorine qui est la plus jeune sœur de Mériver. Elle est hyper mignonne, c'est encore une enfant. Elle a la capacité de voir les fantômes, mais également celle de s'attirer les ennuis. Elle écrit un journal intime et j'ai adoré le fait que l'auteur inclut dans son livre des pages de son journal intime. Donc voilà, le ton est le ton d'une enfant, avec ces petites incompréhensions des mots de la langue française. Je peux vous dire que si le livre avait été composé à 100% du journal intime de Dolorine, j'aurais été tout aussi fan, si ce n'est plus. Et la dernière chose que j'évoquerai avec vous par rapport à ce livre, c'est son ambiance si particulière. C'est un joli méli-mélo gothique à la sauce victorienne et qui a un univers proche de ce que peut faire Tim Burton, c'est-à-dire avec une ambiance particulièrement sinistre et particulièrement mélancolique. La ville grisaille porte excessivement bien son nom. On a un bestiaire fantastique avec des nécromants, avec des vampires, avec des gorgones, donc des créatures parfois, voilà, comme vous pouvez le constater, assez originales. La violence est très présente, les combats également, on a des brigands armés jusqu'aux dents. Donc ce livre, c'est vraiment un livre extrêmement atypique qui possède un charme assez désuet. J'ai vraiment été très sensible à cette histoire. Je pensais que c'était un one-shot, mais la fin montre bien qu'il y aura un tome 2, puisqu'en plus de ça, il y a un extrait de ce que va être le tome 2. J'ai vraiment hâte qu'il puisse sortir. J'espère que ce sera pour cette année. En tout cas, personnellement, je serai au rendez-vous. Et comme j'ai pu vous le dire, c'est un 4 sur 5 pour cette histoire. Je passe maintenant à Elia, la passeuse d'âme, écrit par Marie Vareille et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, vous me l'avez choisi dans l'une de mes précédentes vidéos pour intégrer ma pile à lire printanière, donc je poursuis ma lecture de tous les livres qui composent ma pile à lire printanière. Et autant vous dire que ce livre, lorsqu'il est sorti, je n'avais absolument pas envie de me l'acheter. Je n'étais tout simplement pas sensible au côté crayonné de la couverture et le résumé me paraissait tristement banal. Voilà, je n'étais pas sous le charme, mais j'ai commencé à lire les avis qui sont tombés suite à la sortie de ce livre et qui se sont révélés tous plus positifs et plus enjoués les uns que les autres, et j'ai finalement décidé de me laisser tenter. Et autant vous dire que j'ai bien fait, puisque je ne suis pas passée loin du coup de cœur. J'ai mis à ce livre la note maximale, la note de 5 sur 5. On est dans une dystopie et Elia est une cornésienne, elle fait partie de l'élite de la société, elle a 16 ans et elle a pour fonction d'être passeuse d'âme, donc à mi-temps avec ses études. Elle travaille dans un hôpital dans lequel elle exerce sa fonction qui est d'euthanasier toutes les personnes qui sont devenues un poids pour la société, donc ça peut aller des criminels aux personnes âgées. Mais un beau jour, son destin va se retrouver complètement chamboulé lorsqu'elle va sauver la vie d'un osoba. Et ce faisant, elle va mettre sa vie en danger et elle ne va pas avoir d'autre choix que de fuir à son tour. J'ai été embarquée dès les premières lignes par l'écriture fluide et rythmée de Marie Vareille. C'est un véritable délice de lire ce qu'écrit cet auteur. Je n'ai pas lu ses autres livres qui sont dans des genres très différents de celui-ci. Je crois qu'elle écrit plus du contemporain, mais en tout cas je trouve qu'elle a une écriture mais vraiment admirable. Elia, c'est une héroïne que je qualifierais de singulière. Déjà, il faut savoir qu'elle a une chevelure rousse. C'est un peu considéré comme une honte, à tel point que son père l'oblige à cacher ses cheveux sous un foulard. Alors, est-ce que c'est pour ça? Certainement en partie. En tout cas, Elia a un caractère extrêmement timide et discret. Elle ne fait pas de vagues. La deuxième partie, c'est vraiment celle qui m'a le plus embarquée. Elle va se confier à elle-même une mission qu'elle souhaite mener à bien pour sauver la vie d'une personne qui lui est très proche. Et pour ce faire, elle va demander l'aide de ses nouveaux amis qu'elle a pu se faire dans les mines de Phosnium.
qui vont un petit peu l'entraîner à devenir plus forte, à devenir plus pugnace, plus combative, et c'est une nouvelle Elia qui va émerger, une Elia qui m'a encore plus plu. Ce qu'on lit au début prend vraiment sens à la toute fin. Ça laisse en tout cas clairement suggérer qu'il y aura un tome 2, même si ce livre est sorti il y a un petit moment et que pour le moment l'auteur n'a pas annoncé qu'elle était en train d'écrire la suite. J'espère en tout cas qu'elle le fera parce que cet univers m'a énormément plu et je suis vraiment hyper heureuse d'avoir laissé sa chance à ce livre qui ne me tentait au premier abord pas. Je comprends maintenant très bien l'engouement des personnes vis-à-vis de cette histoire que j'ai adorée. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Avec toi malgré moi, qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman et qui est écrit par le duo d'auteurs Vicky Land et Penelope Ward. J'ai découvert la plume de ces deux auteurs récemment en lisant Coquille Bastard que j'avais adoré. J'avais donc de très grands espoirs d'adorer également ce second tome, même si voilà, les histoires n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, même si les auteurs partent sur le principe de on ne sait jamais où, quand et comment on va rencontrer son âme sœur, mais malheureusement la sauce a un petit peu moins pris avec cette histoire en ce qui me concerne. Et personnellement, j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Althea. Soraya est assistante dans un courrier du cœur et elle se rend tous les matins au boulot en prenant le métro. Et un matin qu'elle est dans son métro, elle va tomber sur une conversation assez musclée d'un homme qui est dans sa rame et qui parle dans son téléphone. Enfin, c'est pas qu'il parle, c'est plutôt qu'il hurle. En tout cas, il est clairement mécontent de quelqu'un. Il va malencontreusement faire tomber son téléphone portable lorsqu'il arrive à son arrêt de métro et Soraya va s'empresser de ramasser le téléphone et après une fouille en règle des textos et des photos, elle va décider de fixer un rendez-vous à son propriétaire afin de lui rendre son bien. Soraya, c'est une héroïne que j'ai adoré découvrir. C'est vraiment le gros point fort de cette histoire, c'est même elle qui porte le récit sur ses épaules. Elle possède des origines italiennes, elle a donc un physique assez pulpeux, tout en courbe, très avantageux, c'est une brune piquante, mais elle est assez atypique dans le sens où elle possède plein de tatouages, elle possède un piercing sur la langue, elle a l'habitude de teindre la pointe de ses cheveux de la couleur soit de son humeur ou soit de sa tenue. Donc voilà, elle est assez peu conventionnelle et c'est parfait comme ça. Je ne peux malheureusement pas en dire autant de Graham qui est le fameux usager de métro en costume cravate. Il est son propre patron, il est directeur de son entreprise et a un caractère vraiment de merde. C'est-à-dire qu'il est arrogant, il est capricieux. Alors évidemment, oui, l'amour va clairement adoucir son caractère. On va limite avoir l'impression d'avoir affaire à un autre personnage. Mais je ne sais pas, je l'ai pas plus apprécié que ça, je l'ai trouvé un peu cliché sur les bords et cliché c'est le terme qui me vient en tête d'ailleurs pour qualifier cette histoire parce que je l'ai trouvé extrêmement convenu d'avance, dépourvu de surprise et les quelques révélations, je les avais un petit peu anticipé. Ça reste un 3 sur 5 parce que c'était agréable mais j'en attendais clairement plus. J'ai été beaucoup moins touchée par cette histoire que par le précédent opus. C'est en tout cas avec ce livre que je conclus cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si toutefois vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés afin de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!